Bonjour, je vais vous parler d'eau de Javel. Alors, je ne suis pas sûr que vous sachiez ce que c'est. En général, dans les familles bien organisées, c'est la bouteille que l'on met sous clé dans un placard pour éviter que les enfants jeunes confondent la bouteille d'eau de Javel avec du jus d'orange. Voilà, il y a quelques règles de sécurité. Comme vous êtes en Île-de-France, vous allez comprendre quelle est l'origine du mot eau de Javel. Javel, il y a une station de métro. Pour ceux qui fréquentent la ligne de métro, où il y a la station de Javel. Il y a une chanson qui dit que le métro sort à la station de Javel, pour ceux qui se souviennent de quelques vieilles chansons françaises, enfin, la fin du XXe siècle. Voilà, alors on va parler d'eau de Javel, et je vais vous faire une petite histoire. On va partir 200 ans en arrière. Alors, hop, activons la machine. Hop, hop, pas trop là, parce que là, ça va vraiment trop vite. Voilà. Ce monsieur, c'était celui qui a découvert l'eau de Javel. Alors, il avait un problème à résoudre qui était un problème économique. Il y avait des lavandières dans un petit village à l'extérieur de Paris qui lavaient du linge et qui préparaient le linge pour les teintures. À l'époque, on utilisait beaucoup le lin. Et le lin écru accroche mal les teintures. Et on faisait du blanchiment sur prêt de façon à ce que la lumière du soleil puisse détruire les impuretés sur le lin et permettre aux teintures d'accrocher un peu plus. Ça se faisait pour les Parisiens dans un petit village qui s'appelle Javel et qui est maintenant le quai de Javel dans le 15e arrondissement, mais à l'époque c'était à l'extérieur de Paris. Mais les lavandières qui faisaient ça, en mettant ce linge sur les prés, pour faire du blanchiment sur prés, étaient en conflit économique avec les agriculteurs et les paysans du coin, qui eux considéraient que l'herbe était beaucoup plus utile pour nourrir le bétail. Donc ce monsieur Berthollet, qui était un chimiste de la génération de Lavoisier, a réfléchi, il s'est dit, il faut que je trouve une solution chimique pour ce problème économique. Donc il s'est dit, je vais prendre du chlore, parce que le chlore, on commençait à savoir le préparer à partir d'oxydation des chlorures, de sel de table en quelque sorte, sel moins pour passer à sel plus. Et donc il s'est dit, je vais essayer de faire de l'oxydation du chlore, et puis le chlore, je vais le mettre dans l'eau, et ça doit faire du blanchiment. Ça fait du blanchiment, mais c'est pas stable. Alors il a une idée, c'est qu'à l'époque, on faisait de la lessive avec des cendres qui contenaient de la potasse. Alors, si je mets un peu de cendre dans mon eau chlorée, ça devrait faire des choses correctes. Ça, c'était une idée tout à fait originale. Personne n'avait fait. Alors, il a mis une poignée de cendre, il a vu que tu avais des choses stables, et il a compris ensuite pourquoi il avait obtenu un agent de blanchiment qui était stable. Il avait une solution stable de chlore dans de la cendre. Alors, c'était un chimiste très évolué. À l'époque, la France avait une équipe qui était leader mondial dans la chimie. Lavoisier, Fourcroy, Chaptal est venu juste après, et ce monsieur, Berthollet, qui était, ne pas confondre avec Berthelot, il suffit d'inverser deux voyelles. Berthelot était un chimiste à la fin du 19e siècle, qui était célèbre dans son temps, mais celui-là était célèbre un siècle auparavant. Du chlore plus du soude, ça fait de l'eau de Javel. Et la première manufacture d'eau de Javel, parce qu'il fallait bien fabriquer ce produit de manière industrielle, il l'a installé à côté des lavandières à Javel. Voilà. L'orthographe de l'époque, c'était 2 LE. Donc nous voilà maintenant, on va aller faire de la géographie. Voilà. Javel. Plan de Paris en 1790, un an après la première publication dans les annales de chimie de la fabrication d'eau de Javel, parce que ce monsieur était un scientifique sérieux, il avait rédigé une partie expérimentale très détaillée qui nous permet de savoir à l'époque comment il a synthétisé l'eau de Javel. Donc voilà le Paris de 1790, le Paris de la Révolution française, et vous voyez ici, j'ai fait un grossissement là,
Vous reconnaissez Javel. Voilà. On est à l'extérieur de Paris. Alors naturellement, maintenant, le périphérique est là. Et vous voyez que là, on est dans le 15e arrondissement. Et cette eau de Javel a été nommée à partir du nom du premier endroit où on a construit la première usine. Et c'est resté en France. Alors en anglais, on ne dit pas eau de Javel. On dit bleach. Mais c'est la même chose. Donc le bleach des Anglais et l'eau de Javel française, c'est exactement la même chose. Voilà, je vais prendre, comme on a un micro et j'ai que 2 mains, je crois que je vais abandonner le pointeur manuel, non électronique. Quai de Javel, 15e. Cette usine d'eau de Javel, elle a perduré pendant à peu près 70 à 80 ans. Et puis ensuite, il y a plusieurs petites industries qui sont installées. Et sur l'emplacement de cette usine d'eau de Javel, eh bien, Citroën s'est installé, des usines Citroën. La première usine Citroën dans Paris s'est installée quai de Javel en 1920. Elle a fermé en 1973. Voilà une image des usines Citroën. Voilà, quai de Javel. Maintenant, on a ça. Est-ce que ça, c'est beaucoup plus beau que ça ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. L'architecte avait fait tout de même un effort sur la façade principale pour les usines Citroën. Là, les architectes n'ont fait aucun effort, chacun fait son petit bâtiment. Mais là, je m'écarte de la chimie. Voilà, alors nous sommes maintenant donc au 15e arrondissement et on va quitter maintenant le 15e arrondissement pour revenir sur, excusez-moi, le passage. J'ai du mal à maîtriser, voilà, 4, 5. Cette eau de Javel, elle aurait pu servir uniquement pour faire du blanchiment de lin. Mais mieux que ça, un monsieur qui s'appelle Percy, baron Pierre-François Percy. Qui est ce monsieur ? C'est un chirurgien célèbre des armées du Rhin. Au moment de la Révolution française, nous avons eu des accrochages dans l'est de la France avec les armées autrichiennes et les armées prussiennes. Il y a eu la bataille de Valmy, et sur la frontière du Rhin, il y avait une armée dite armée du Rhin, qui avait un chirurgien qui était M. Percy, et qui avait déjà compris qu'il y avait un problème dans les hôpitaux. Les hôpitaux des armées, c'était les hôpitaux où on a ramené les blessés du champ de bataille. Et le problème numéro 1 des champs de bataille à l'époque, c'était les blessures de guerre et l'infection des blessures de guerre. La gangrène, quelque chose on oublie totalement ce que c'est actuellement, parce qu'on a les antibiotiques, on a eu toute l'hygiène pasteurienne qui nous permet de lutter contre les microbes. Lui, il avait commencé à percevoir l'idée de microbes, de tuer les microbes, mais il n'avait pas compris ce qu'étaient les microbes, parce que les microbes, ça va être Pasteur, avec le microscope, qui va commencer à voir les petits microbes et qui va comprendre que les bactéries ont un rôle dans les infections. Mais là, c'est un siècle plus tard, pratiquement. Là, on est à la fin du XVIIIe siècle, et il utilise pour la première fois l'eau de Javel pour désinfecter les hôpitaux militaires, pour lutter contre ce qu'il appelait la pourriture des hôpitaux, c'est-à-dire les infections qu'on qualifierait maintenant de nosocomiales. Alors c'est lui qui a utilisé la première fois le terme infection nosocomiale, infection des locaux. C'est un mot d'origine grecque. Voilà. Alors ça m'amène à l'idée que l'eau de Javel, elle est utile pour lutter contre les infections. Donc ça c'est bien, c'est important. Comment l'eau de Javel tue les microbes ? Ah, alors ça c'est de la chimie. On ne va pas faire trop de chimie sophistiquée, mais quand on met de l'eau de Javel, qui est l'hypochlorite de sodium, c'est au moins, dans de l'eau diluée, qui en général a un pH légèrement acide, eh bien on va former en rouge ce qu'on appelle l'acide hypochloreux. Voilà, merci. Et cette source, cet acide hypochloreux, se dissocie pour donner des ions Cl+. Et ces ions Cl+,
vont attaquer les membranes des bactéries, des virus et des pathogènes. Ce sont les agents les plus puissants pour détruire les virus, les bactéries et les parasites pathogènes. Il n'y a pas plus puissant comme désinfectant. C'est non sélectif, ça ne s'occupe pas de la génétique des bactéries, des virus ou autres, ça attaque les membranes extérieures de tous les virus, toutes les bactéries et tous les pathogènes, ça détruit les membranes et à ce moment-là, vous avez la disparition des virus, bactéries et parasites. Est-ce que c'est quelque chose qui est purement chimique ou qui existe dans la nature? Eh bien la réponse, c'est que c'est un procédé extrêmement naturel. Tous les jours, vous n'en êtes pas rendu compte, y compris ce matin, par un froid, les virus ont tendance à se propager. Vous avez pris le métro, vous avez inspiré la quantité de virus qu'il faut. Ces virus se sont répartis dans votre organisme et vous avez les différents agents de détoxification de ces agents pathogènes dans votre organisme, en particulier une enzyme que l'on trouve dans les macrophages. Vous avez entendu, les globules blancs, les macrophages, ceux qui sont en charge de la destruction des virus et des bactéries dans notre organisme. Eh bien, à l'intérieur de ces macrophages, il y a une enzyme qui s'appelle la myéloperoxydase, qui a comme particularité d'utiliser de l'eau oxygénée plus du chlorure. Le chlorure, on a plein de chlorure dans notre organisme, d'accord, hein, quand on a un peu de sel, il ne faut pas trop en abuser, mais on a beaucoup de chlorure. Et donc en oxydant le chlorure, pardon, il y a un sel plus qui est... Je suis désolé, il y a une erreur de chimie sur cette diapositive. J'ai dû faire, vous voyez, ce qu'on fait un copier-coller en prenant le café sans réfléchir ou en répondant au téléphone. Vous copiez CL+, et vous le mettez là en disant, là, quand j'aurai fini ma diapositive, je mettrai un moins. C'est un moins qu'il faut lire et pas un plus. Méfiez-vous de copier-coller. Monsieur copier-coller n'est pas un bon, sur un point de vue intellectuel, ça vous fait faire des bêtises. Alors, c'est le moins plus de l'eau oxygénée en présence d'un proton, les myéloperoxydases sont capables de fabriquer exactement la même entité chimique que celle qui est formée lorsque vous mettez de l'eau de Javel dans de l'eau pour la diluer. De l'acide hypochloreux. Et cet acide hypochloreux, face aux bactéries, aux virus et aux parasites, se décompose pour donner du Cl+, qui va attaquer les membranes. Voilà. Les myéloperoxydases sont tous les jours dans votre organisme ce que vous faites quand vous débouchez une bouteille d'eau de Javel pour mettre dans un seau d'eau et laver ce sol qui contient de magnifiques biofilms, plein de virus, de bactéries et autres. Et quand vous passez de l'eau de Javel sur un sol comme ça, eh bien vous détruisez les bactéries. C'est une pratique qui s'est faite dans tous les hôpitaux de France, de Navarre et à l'étranger jusque dans les années 70-80. Et à partir des années 70-80, les narines sont devenues un peu plus sensibles aux odeurs chimiques. On a dit, oh là là, ça sent l'eau de Javel. Alors on a remplacé ça par des péracides qui sont un peu moins efficaces ou des aldéhydes un tout petit peu moins efficaces. Et après on se retrouve avec des problèmes d'infection nosocomiale dans les hôpitaux ou dans les lieux où on aurait besoin d'avoir un peu plus d'hygiène pastorienne. Donc le résumé, c'est que vous voyez, entre cette chimie qui a débuté sur le quai de Javel et puis les macrophages, il s'est passé à peu près 200 ans pour qu'on comprenne que les macrophages faisaient la même chose que l'eau de Javel. Mais in fine, la myéloperoxydase détruit les bactéries de manière naturelle en utilisant le même agent chimique que l'eau de Javel. Vous retiendrez ce message. Il n'y a pas de barrière entre la chimie d'un côté, qui ne serait pas naturelle, et de l'autre côté, les choses qui seraient purement naturelles. Voilà. Mais bon, combien de personnes savent que le myéloperoxydase produit le même agent que l'eau de Javel? Relativement peu. Alors, l'eau de Javel. Moi, je recommande l'utilisation de l'eau de Javel comme désinfectant parce que c'est le seul qui vous débarrasse de tous les désinfectants et c'est l'agent de chloration qui permet, par exemple, d'avoir de l'eau potable. Quand vous avez de l'eau qui est traitée, filtrée, traitée à l'ozone, in fine, pour avoir de l'eau potable, quand vous commencez à ouvrir votre robinet, il faut un peu de chlore.
Donc le chlore peut avoir différentes origines, mais par exemple dans les endroits, dans les pays où il y a des difficultés, des ruptures d'approvisionnement en eau potable, eh bien il est évident que si vous avez de l'eau de Javel sous la main, vous mettez quelques gouttes de l'eau de Javel dans 1, 2 ou 3 litres d'eau et vous aurez de l'eau potable qui va sentir un peu, qui va être un peu chlorée, mais c'est cette petite odeur de chlore qui fait que vous pourrez boire l'eau pour éviter les dysenteries, tous les problèmes que vous pourrez avoir d'infection si vous n'éliminez pas les éléments pathogènes dans de l'eau. L'accès à l'eau potable vous paraît naturel dans un pays comme la France. 99,99% des gens ont accès à l'eau potable. Il y a tout de même des pays où l'accès à l'eau potable est encore un problème. Si vous allez dans un pays comme la Chine, l'Inde, l'Afrique, une partie de l'Afrique du Sud, de l'Amérique du Sud, eh bien, l'eau potable, ce n'est pas si évident que ça. Donc la chloration de l'eau est essentielle pour avoir de l'eau potable. Alors chez vous, quand vous êtes à la maison, il y a tout de même une bêtise à ne pas faire. Une bêtise à ne pas faire, c'est faire une expérience chimique non contrôlée. Qu'est-ce qui se passe? L'acide hypochloreux, si je le protonne fortement et rapidement, en mettant par exemple du vinaigre dans de l'eau de Javel, eh bien je vais dégager du chlore. Alors ça, c'est la manip à ne pas faire. C'est celle qui est en bas. N'essayez pas de mettre du vinaigre dans de l'eau de Javel. N'essayez pas d'acidifier rapidement une solution d'eau de Javel. Ça, c'est dangereux. C'est à ne pas faire. Voilà. Mais tout le monde sait ça. Toutes les mères de famille transmettent ça à leurs enfants. Et tous les enfants transmettent ça à leurs copains quand ils ont appris ça. Voilà. Bien. La manip est classique, c'est quelqu'un qui veut rincer un saladier où il y a eu de la vinaigrette en mettant un peu d'eau de Javel, il défarfelu et il s'aperçoit qu'il y a des dégagements de chlore. Alors, compte tenu des quantités de chlore, vous avez juste un petite puff de chlore, vous êtes obligé de vous éloigner un peu de votre saladier et ça va se passer. Vous n'allez pas dégager des quantités de chlore extrêmement importantes et qui seraient dangereuses pour votre santé. Le deuxième conseil, c'est l'eau de Javel. Il ne faut pas le laisser à la portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants, entre 2 et 3 ans, ont tendance à déboucher toutes les bouteilles pour faire toutes les expériences de dégustation de liquide. Alors ça, c'est pas une bonne idée, et donc je vous recommande, dans vos familles, de vérifier que la bouteille d'eau de Javel, elle est soit sur une étagère à une hauteur telle qu'un enfant de 2 ans ou 3 ans ne puisse pas l'attraper, et voilà, je vous aide, vous avez tout compris sur l'eau de Javel, donc il n'y a plus de souci, et vous avez passé l'âge de boire de l'eau de Javel. D'accord. C'est arrivé à personne de boire un peu d'eau de Javel ici? Il n'y a pas eu de stage Fernand Vidal à Paris, non? Parfait. Vous, un peu? Ah oui? Ça n'a pas bon goût, hein? On ne le refait pas 2 fois? Voilà. C'est une expérience, oui. Voilà, c'est comme ça. Il y a un âge. Mais vous l'avez fait à quel âge? Tout petit, hein, oui. Ouais, maintenant, vous ne feriez pas. D'accord, oui. Donc voilà. Donc voilà quelques histoires sur l'eau de Javel. Maintenant, je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer, et je ne veux pas vous faire un cours très théorique sur la maladie d'Alzheimer, mais je vais essayer de vous faire toucher du doigt le problème du vieillissement. La maladie d'Alzheimer, ça vous concerne tous, non pas à votre âge, mais c'est parce que vous avez dans vos familles, tous, une personne âgée, une grand-mère ou un grand-père ou une grande-tante, qui est plus ou moins touchée par la maladie d'Alzheimer. Alors, pourquoi on parle plus de la maladie d'Alzheimer maintenant que l'on en parlait il y a 50 ans ou 60 ans? Mais pour la raison suivante. J'aime me présenter ça parce qu'on dit que le problème du vieillissement, c'est une idée récente. Ça, c'est une lithographie qu'on peut voir au musée des arts et traditions populaires à Paris. Et c'est une lithographie qui est intéressante, c'est la réflexion que l'on peut avoir sur l'évolution, le cycle de la vie. Alors vous voyez, là, c'est 2 enfants dans un berceau. Et puis ensuite, ils sont un peu plus grands, ils apprennent à marcher. Ça s'appelle en langage moderne un baby-trot, mais ça existait en 1820. C'était fait avec des roulettes et puis en bois. Et puis après, il y a l'adolescence, la jeunesse, l'âge viril, l'âge de discrétion. À 40 ans, on commence à être sage. Vous avez encore le temps.
l'âge de discrétion et de la sagesse, vous voyez, vous en êtes encore juste à la fin de l'adolescence et au début de la jeunesse. Voilà. Et puis après, il y a l'âge de maturité, 50 ans, 60 ans, on commence à avoir des rhumatismes et des difficultés le matin, prendre des mauvaises positions, ça devient un peu plus compliqué. Les rotations dans les articulations ne sont pas bien comme il faut. 60 ans, ça n'a pas changé. La décadence, ça c'est un peu plus inquiétant, 70 ans. Alors maintenant, on est un peu mieux, parce qu'à 70 ans, on est mieux qu'on était à 70 ans en 1820. Il faut voir qu'en 1820, vous allez voir les chiffres tout à l'heure, on mourrait bien avant 70 ans. Et puis après, l'âge caduque, l'âge de décrépitude, et le lit de mort, et voilà le cycle de la vie. Ah, bien. Voilà. Alors j'aime bien présenter cette diapositive, parce que vous avez tout sur cette diapositive. Tous les petits problèmes actuels sont sur cette diapositive. Les caisses de retraite, par exemple. Vous entendez parler des caisses de retraite. Il y a un problème, il faudrait travailler plus pour pouvoir, parce que les caisses de retraite vont être en faillite. C'est simple, c'est très très simple, le problème des retraites. Regardez, 1950. Je change de technologie. 1950, l'espérance de vie pour un homme était de l'ordre de 63 ans. Vous remarquez que pour la même époque, l'espérance de vie pour les femmes était plus élevée. Ça s'explique pour un certain nombre de choses. C'est que les femmes boivent moins d'alcool que les hommes, à l'époque, et fumaient moins. Et il y avait un certain nombre de choses dangereuses que ne faisaient pas les femmes et que faisaient les hommes. Donc la mortalité était plus forte chez les hommes. Quel était l'âge de la retraite en 1950 ? 65 ans. Vous voyez, espérance de vie, 63 ans. Donc, vous voyez que les caisses de retraite, en 1950, il n'y avait pas de problème. Ah, on est loin de la chimie, mais ça, c'est un problème scientifique. C'est une vision scientifique du problème des caisses de retraite. Si vous vivez beaucoup plus vieux, et qu'ici, et que vous abaissez l'âge de la retraite, vous apercevez que les retraités vont vivre longtemps. Il faudra les payer pendant plus longtemps. Ah, donc voilà. Ça, c'est une approche scientifique. Hein. Je n'ai pas dit que c'était une approche que vous trouvez dans les journaux ou ailleurs en discussion, mais voilà ce qui se passe. Ce qu'il faut retenir de cette courbe, c'est qu'entre 1950, où l'espérance de vie était de 63 ans, et 2005, vous voyez qu'on est à 77 ans. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on a stabilisé les problèmes d'alimentation. Les frigos sont rentrés dans les foyers et on mange moins de viande avariée, on a moins de cancer de l'œsophage et de l'estomac. On a ralenti un peu la consommation effrénée de tabac, on fait attention à consommer de l'alcool de manière modérée, on fait un peu d'exercice, on n'est pas avachi devant la télévision en devenant... voilà. Donc, vous voyez, l'espérance de vie augmente. Pour les femmes, les mêmes facteurs amènent maintenant à avoir une espérance de vie qui est supérieure à 83 ans. Ça, c'est valable en France, mais c'est valable dans un pays comme la Chine, c'est les mêmes courbes, aux États-Unis, en Europe. Il y a un certain nombre de pays africains maintenant qui ont rattrapé ces espérances de vie. Par contre, il y a une zone qui est cette zone-là, en rouge, encadrée, qu'on appelle la zone Alzheimer, que j'appelle la zone Alzheimer. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on va regarder ça tout à l'heure dans les diapositives suivantes, eh bien on a des problèmes de vieillissement d'organes et le cerveau vieillit. Et dans certains cas, il y a des parties du cerveau qui vieillissent beaucoup plus que d'autres parties du cerveau et on a des infections, des maladies dites neurodégénératives. Et vous voyez que ces maladies, elles arrivent à un âge qui est de l'ordre de 70 à 75 ans. Donc en 1950, tout le monde mourait avant la zone de maladie d'Alzheimer. Donc on avait peu de maladies d'Alzheimer. Quand M. Alzheimer a observé le premier cas parfaitement identifié et caractérisé de maladie d'Alzheimer, c'était en fait sur un Alzheimer génétique qui arrive à partir de 45 ans sur une femme. Voilà. Donc, retenez ça, c'est que ces maladies neurodégénératives, elles arrivent avec l'âge. Elles n'arrivent pas parce qu'il y a
plus de produits chimiques qui circulent dans l'air, plus de voitures, plus de téléphones portables, plus de je ne sais trop quoi, plus. Non, c'est simplement une question d'âge. Quand les gens vivaient moins longtemps, il y avait beaucoup moins de cancers et il y avait beaucoup moins de maladies neurodégénératives. Ils mouraient juste avant. Quelle était l'espérance de vie avant la chimie? Avant la chimie, c'est facile, c'est avant Lavoisier. Avant que M. Berthollet installe son usine d'eau de Javel à Javel. Prenons 1750. Il n'y avait pas de produits chimiques parce qu'on n'avait pas encore inventé la chimie moderne et pas d'usine chimique. Et là, l'espérance de vie moyenne pour un homme, c'était 35 ans. Donc voilà. Ah, 35 ans. Voilà les changements. Alors, on continue. L'espérance de vie, la longévité, c'est deux notions que je voudrais vous expliquer. L'espérance de vie, c'est le nombre moyen d'années de vie d'une personne d'une classe d'âge donnée. Voilà. Alors, on va prendre un exemple, non pas chez l'homme, parce que le record français de longévité, c'est Madame Jeanne Calment, qui a vécu à Arles et qui a connu Van Gogh. Voilà, sa maman vendait des produits pour faire des tableaux, Monsieur Van Gogh, voilà, qui a peint un certain nombre de tableaux à Arles. Cette dame-là, elle l'a connue. Voilà. Alors elle a vécu 120 ans et on considère que 100, 120, 110, 120, c'est le maximum pour l'espèce humaine. Pour chaque espèce, on a une durée de vie maximale. Le rat, c'est 3 ans et demi. Un très vieux rat. Bon, la plupart des rats, ils ne vivent pas 3 ans et demi, parce que quand ils ont commencé à avoir des rhumatismes et pas pouvoir courir après la nourriture, grimper et tout ça pour aller chercher de la nourriture, ils ont un peu tendance à mourir plus jeunes. Donc souvent, c'est 2 ans maximum dans la nature. Et puis après, il y a les prédateurs qui courent plus vite que le rat et qui le rattrapent. La drosophile, la mouche du vinaigre, c'est 1 mois. Les scientifiques adorent utiliser la drosophile pour faire des expériences. Parce que quand vous voulez regarder des expériences sur 10 générations d'un petit animal, autant prendre une drosophile, parce que 10 générations, c'est 10 mois, c'est une année universitaire, alors que si vous faites sur 10 générations de rats, c'est un peu plus long. Et pour voir ce qui se passe sur 10 générations d'hommes, si chaque génération vous êtes à 100 ans, ça fait beaucoup plus long. Donc voilà quelques expériences, quelques chiffres sur les longévités. C'est une gâchette qui est très sensible, ça. Alors, le cerveau et le vieillissement. Oui, notre cerveau, mais je crois que j'ai sauté tout de même des diapositives, je n'ai pas l'impression d'avoir... On avait une autre? Non, ça va. 11, 12, oui, pardon. Le cerveau vieillit. Et le cerveau vieillit normalement en perdant un certain nombre de neurones. Vous avez un nombre de neurones optimal qui est à partir de l'âge de 15-20 ans. Et à partir de 15-20 ans, vous avez encore quelques années devant vous pour avoir un peu plus de neurones. Et puis après, dans très peu d'années, vous allez avoir une diminution de votre nombre de neurones dans le cerveau. Au cours d'une vie d'une centaine d'années, on perd en moyenne 10% de sa masse cérébrale. On perd 10% de ses neurones. Mais entre les neurones, il y a des connexions qui s'appellent les synapses. Et les synapses, ça s'entretient, on peut les faire travailler, on peut favoriser les connexions et on peut améliorer nos connexions. Le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. N'hésitez pas à apprendre, n'hésitez pas à faire fonctionner votre cerveau. Vous allez organiser des connexions synaptiques, ça va vous faire un cerveau en bon état de marche. Alors, je me rabats sur Jean-Pierre Changeux, qui insiste sur ce qu'on appelle la plasticité des synapses. C'est-à-dire ces connexions entre neurones se font par apprentissage et se défont par inactivité. Retenez bien cette phrase. Aucun risque de faire trop travailler son cerveau. Le risque majeur pour votre cerveau, c'est de le sous-utiliser. Si vous ne le faites pas fonctionner correctement, c'est comme un vieux moteur d'une vieille voiture qui ne tourne pas assez, ça ne marche pas bien. Alors que si vous le faites fonctionner correctement, en respectant les limitations de vitesse, eh bien,
Sinon, on peut avoir des crises d'épilepsie. Mais bon, ça c'est très rare. C'est une pathologie tout de même très rare. Donc n'hésitez pas à faire fonctionner votre cerveau. Vous pouvez apprendre par cœur tous les poèmes de Victor Hugo et vous vous en souviendrez dans 30 ans ou 40 ans. C'est une activité tout à fait amusante et intéressante. Et ça n'use pas le cerveau de faire ça. Une idée de la fabrication, de vitesse de fabrication des neurones. Un fœtus dans le ventre de sa maman fabrique à peu près 8 neurones par seconde. Ce qui fait que quand il sort du ventre de sa maman, il a déjà pas mal de neurones. Un cerveau neurone, c'est 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones. Les connexions entre tous ces neurones, c'est de l'ordre de 10 puissance 14 à 10 puissance 15 connexions synaptiques. Chaque millimètre cube de cerveau, un petit millimètre cube, 1 millimètre sur 1 millimètre sur 1 millimètre, c'est 1 milliard de synapses. C'est l'ordinateur moléculaire le plus perfectionné qui tient dans un volume raisonnable et qui consomme une énergie raisonnable. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire fonctionner notre cerveau? De l'oxygène, de l'eau et un peu de glucose. Voilà la consommation du cerveau. Donc ça marche bien. C'est un bel ordinateur. N'hésitez pas à faire fonctionner votre cerveau. Ça vous posera aucun problème pendant toute votre vie. Alors la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dont on entend beaucoup parler parce qu'actuellement les progrès thérapeutiques sont extrêmement lents. Autant on arrive à faire beaucoup de progrès, par exemple en cancérologie, parce qu'on a découvert des manières de différencier et de regarder les différences qu'il y a entre cellules normales et cellules tumorales. Les cellules tumorales, on sait qu'elles sont nombreuses, différentes, mais on peut les reconnaître avec ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux, qui permettent de reconnaître les cellules tumorales et d'aller les perturber dans leur fonctionnement et donc de cibler de manière spécifique des agents thérapeutiques ou d'inhiber des processus biochimiques pour des cellules cancéreuses et finir par les tuer sélectivement. Sur les 30 dernières années, les 25 dernières années, formidable progrès dans le domaine de la cancérologie. Et on aurait pu s'imaginer que pour le Alzheimer, on puisse avoir des progrès aussi rapides. Eh bien la réponse est non. Parce que autant on peut aller faire de l'exploration sur l'ensemble du corps humain avec les nouvelles techniques de radiologie, d'imagerie, de microchirurgie, microcaméra qui se promènent. Vous savez qu'actuellement, si on veut poser un stent dans une artère autour du myocarde, autour du cœur, eh bien on rentre par une veine et puis avec une petite caméra on va regarder où est formé l'athérome, c'est-à-dire l'endroit qui bouche la veine ou l'artère, et puis on va déposer un petit ressort qui s'appelle un stent, qui a été inventé par un chirurgien dentiste anglais qui aimait bricoler. Hop, on met le stent au bon endroit. Au lieu de faire un pontage coronarien, eh bien, on a installé un petit stent. Donc, vous voyez, maintenant, sur le corps, on arrive à aller un peu partout, regarder, faire des interventions chirurgicales plus ou moins lourdes, légères, avoir des soins adaptés. Mais dans le cerveau, c'est une boîte crânienne que l'on n'ouvre pas tous les jours pour aller voir ce qui se passe. Et ça, c'est une grosse difficulté pour les maladies du cerveau. On ne peut pas aller voir dans le cerveau ce qui se passe s'il y a un petit quelque chose qui ne va pas dans l'hippocampe, qui est situé à la base du cerveau dans un endroit où on ne peut pas accéder facilement. Donc l'ouverture de la boîte crânienne n'est pas un acte bénin, premièrement. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle une barrière hémato-encéphalique qui est autour du cerveau, qui est en fait une supermembrane qui filtre tout ce qui arrive dans le cerveau, de façon à ce que le cerveau ne soit pas atteint par des produits exogènes. Voilà, donc il y a un certain nombre de polluants, par exemple, si vous faites du barbecue et que vous avez un peu de benzopyrène sur vos steaks qui ont un peu trop grillé sur le barbecue, votre P450 qui est dans le foie va se débrouiller pour l'éliminer, mais ça ne va pas monter au cerveau. Il y a des trucs qui montent au cerveau. Hein. Vous avez remarqué que l'eau monte au cerveau, mais fait moins de dégâts que l'alcool. L'alcool méthylique, ça c'est pas bon. Il y a des gens qui confondent alcool méthylique et éthanol. Ça c'est des intoxications graves. Vous avez aussi tout ce qui
neuroleptiques, anxiolytiques, médicaments. Il ne faut pas abuser de toutes ces choses-là. Si on ne dort pas bien, ce n'est pas la peine de passer son temps pendant 10 ans ou 15 ans à prendre des somnifères. Il faut simplement lire des Marcel Proust pendant les nuits pour son s'ennuie. Voilà. Et puis il y a aussi des trucs qu'on fume. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est souvent des saloperies non contrôlées. C'est moins contrôlé que les produits chimiques ou que les pots de yaourt. Hein, on vend tout et n'importe quoi sous prétexte que ça peut se fumer. Et ça monte au cerveau et ça peut faire des dégâts sur le long terme. Donc je ne vous recommande pas de fumer n'importe quoi. Voilà. Et si vous arrêtez de fumer, c'est encore mieux. C'est parfait. L'autre point qui rend la recherche très difficile sur Alzheimer, c'est que les modèles animaux ne sont pas adaptés à une maladie neurodégénérative. On sait faire des modèles animaux pour des maladies infectieuses, et puis on regarde si le produit, le candidat médicament guérit facilement et rapidement l'animal sur souris, sur des modèles. En général, on utilise des souris de laboratoire, mais les souris transgéniques sont peu adaptées à une maladie qui n'est pas d'origine génétique dans 97-98% des cas. Donc c'est un peu compliqué, et c'est tout ça qui fait que la recherche avance doucement. Voilà. Quelques images. C'est un cerveau normal. Vous voyez qu'un cerveau Alzheimer, on a l'impression qu'il y a beaucoup de trous, de vide et d'espace. Il a perdu 30 à 40% de sa masse. Ça, c'est ce qu'on appelle des analyses post-mortem, des analyses qu'on peut faire en milieu hospitalier quand on regarde une personne qui est décédée de la maladie d'Alzheimer avec l'autorisation de la famille pour voir un peu les choses. Maintenant, c'est documenté, on n'a pas besoin de le faire. Vous voyez, la métabolisation du glucose, là, ça marche bien, c'est jaune, vert, de toutes les couleurs. Ça veut dire que le glucose se répartit dans le cerveau, alors que dans un cerveau de maladie d'Alzheimer, vous voyez que la circulation du glucose, le glucose, c'est le carburant du cerveau. Et bien, vous voyez que là, ça marche beaucoup moins bien. Donc, il y a une atrophie du cerveau, une perte de la masse neuronale, et on distingue autour des neurones des choses dont vous entendez parler à la télévision, dans les journaux, c'est les plaques d'amyloïdes, c'est à l'extérieur des neurones, et puis à l'intérieur des neurones, il y a aussi des fibres qu'on appelle des fibres qui proviennent de l'hyperphosphorylation d'une protéine qui s'appelle Tau. Voilà, les amyloïdes à l'extérieur et Tau à l'intérieur. Alors ça rend les choses compliquées et on essaye dans les laboratoires de recherche de trouver des choses qui éliminent ce qu'on appelle le stress oxydant, c'est parce que ces plaques d'amyloïdes chargées d'ions métalliques en présence de réducteurs produisent un stress oxydant et tuent les neurones. Voilà à quoi ressemblent ces amyloïdes. Ce sont des peptides qui sont en forme de U et qui ont une capacité formidable à s'accrocher les uns aux autres. Ils font des espèces de superpolymères qui sont réticulés de manière excessive avec des ions métalliques et ça fait des plaques comme ça autour des neurones et ces ions métalliques plus des réducteurs, ça tue les neurones. Donc on essaye de faire des molécules qui évitent tous ces problèmes-là. Voilà. Alors un exemple de molécules que l'on fabrique dans le laboratoire, ce sont des molécules qui ont été brevetées, qu'on essaye de développer actuellement pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce que je sais que ces molécules ont une activité qui pourrait être intéressante pour le traitement de la maladie d'Alzheimer ? Alors pour ça, il faut un modèle animal. Alors comme les souris transgéniques, je trouvais que ce n'était pas un bon modèle animal, eh bien on a fait un modèle au laboratoire et je vais vous raconter comment on fait les tests des molécules. Alors, pour déclencher la maladie d'Alzheimer chez les petites souris, on leur injecte dans le cerveau, de manière très propre, sans qu'elles souffrent, des amyloïdes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Des oligomères d'amyloïdes, des petites fractions d'amyloïdes, dans le cerveau, à un endroit précis, près de l'hippocampe. Et pour regarder ce qui se passe, pour voir si elles ont perdu de ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Qu'est-ce que c'est que la mémoire épisodique ? Quand votre maman vous emmène au supermarché avec sa voiture, elle se retourne vers vous et dit il faudrait bien te souvenir de la place où on a mis la voiture. Parce qu'il y a à peu près 3500 voitures sur le parking, c'est un grand supermarché, il faudrait retrouver la voiture avec le caddie à la sortie. Non ? Elle ne se pose pas la question ?
Alors essaye de trouver, c'est soit une position, un chiffre, une lettre dans le parking. Ça c'est la mémoire épisodique parce qu'elle va s'en servir une fois. Si elle va dans un autre supermarché, elle n'a pas besoin de reconnaître le même parking. Donc voilà, ça c'est la mémoire épisodique. Vous sortez de chez vous, vous allez dans la rue, vous êtes capable de retrouver votre domicile. Alors, quand vous avez une souris qui a reçu dans le cerveau un peu d'amyloïde, pour tester la perte de mémoire épisodique, vous utilisez cette cage. C'est une cage dans laquelle il y a un peu de décoration, quelques striures noir-blanc, et puis ici au-dessus il y a une caméra qui permet de regarder le parcours de la souris sur cette petite grille. Alors on met la souris dans cette petite cage, et toute souris normale, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est dans une cage? Elle a un objectif, regardez si par hasard il y a un peu de nourriture. Donc elle se promène, puis s'il n'y a pas de nourriture, de toute façon elle fait le tour de la cage, elle explore. La souris, c'est une exploratrice par nature. Elle regarde toujours ce qui se passe à l'extérieur. Donc avec la caméra, vous allez pouvoir suivre ses mouvements. Alors vous la mettez dans cette cage, et puis au bout d'un petit moment, il va y avoir un petit bip sonore. Hop, la souris écoute un bip sonore. Et dans les 30 secondes qui suivent ce bip sonore, il y a un petit choc électrique à travers la grille. Vous voyez, là on lui fait un choc électrique à travers la grille. Oh, un senti, elle lève les pattes. Vous la sortez de la cage et vous la remettez avec ses collègues souris dans la cage habituelle où elle retrouve ses copines et ses copains, ses copines surtout. Le lendemain, vous remettez la même souris dans la cage. Alors si la souris est une souris normale qui n'a pas été perturbée par les amyloïdes dans le cerveau, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle rentre dans cette cage le lendemain? Elle se souvient, elle, parce qu'elle a reconnu la cage, elle a reconnu les rayures sur le côté droit de la cage, elle sait qu'elle a eu d'abord un bip et puis ensuite surtout une petite démangeaison dans les pattes due à l'électricité dans la grille. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en position de freezing, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'elle ne bouge plus. Et vous pouvez voir ces mouvements, le ralentissement de ces mouvements avec la caméra. Donc vous pouvez mesurer en quelque sorte les déplacements d'une souris normale et puis une souris qui a peur et qui se souvient. Et cette perte de mémoire épisodique, on peut la mesurer parce que les souris qui ont reçu des amyloïdes, vous la mettez dans cette cage et le lendemain, elle ne se souvient pas la veille qu'elle a eu un choc. Donc elle bouge comme si elle était une souris normale. Donc avec cette petite expérience très simple, petite caméra autour d'une petite cage avec une petite grille et un peu d'électricité, on mesure de manière très reproductible la perte de mémoire épisodique chez les souris. Nous voilà avec un modèle qui nous permet ensuite de quantifier l'inhibition de la perte de mémoire épisodique avec nos molécules, parce qu'on va les traiter pendant 21 jours et on comparera le traitement 21 jours par rapport à une souris non traitée ou par rapport à des souris contrôles qui n'auront pas reçu ni l'amyloïde ni le médicament, et ça nous permet comme ça de sélectionner des molécules pour voir ce que ça donne. Et je vous donne un exemple de résultat. Voilà la mémoire épisodique d'une souris normale, c'est ce qu'on appelle le contrôle. En français, il y a un nœud, mais ça, c'est des diapositives qui sont en anglais, que je ne vous ai pas traduites, mais vous allez comprendre tout de suite. Ce petit trait, là, le T au-dessus, ça mesure l'erreur expérimentale. Plus le petit trait est étroit, en quelque sorte, et plus la qualité de l'expérience est intéressante. Ça, c'est des souris qui ont reçu les amyloïdes. Vous voyez que là, on a à peu près 50% de la mémoire épisodique qui s'est effondrée. Et quand on traite les souris avec un produit, qui est celui-là, peu importe le nom, vous voyez qu'on est arrivé au même niveau que les souris contrôle, c'est-à-dire qu'on a inhibé la perte de mémoire épisodique. Donc on a comme ça des souris, un modèle souris, qui nous permet de sélectionner un certain nombre de molécules dont on espère qu'un jour, elles pourront être actives chez l'homme. Voilà. Ai-je encore une diapositive? Je ne suis pas sûr. Non. On termine sur cette magnifique fond d'écran. Voilà. Auriez-vous des questions?
Est-ce qu'il y a des moyens pour combattre les maladies neurodégénératives? Alors actuellement, malheureusement, les quelques médicaments qui sont des inhibiteurs d'acétylcholinestérase, ça ne marche pas très bien. Donc on a de grosses difficultés. C'est un des enjeux pour la recherche et l'industrie pharmaceutique les plus importants. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Ça se passe dans le cerveau, on ne peut pas avoir un suivi, puis en plus on manque de modèles animaux prédictifs. J'espère que celui-là sera suffisamment prédictif, mais voilà. C'est pas facile. Il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont travaillé et il n'y a pas encore eu beaucoup de succès. C'est comme quand vous allez en montagne. Si vous escaladez le Canigou, c'est plus facile que l'escalade de l'Everest en hivernal. Là, pour les maladies neurodégénératives, on est plutôt dans la catégorie Everest en hivernal. Voilà. Est-ce que c'est vrai que quand on se prend un coup, on perd 500 neurones et quand on lit ou on apprend des trucs, il y en a qui arrivent, qui se créent? Vous perdez des neurones quand vous courez? Non. Non, quand on se prend un coup. Ah, un coup. Alors là, les coups, excusez-moi, c'est pas recommandé. Se taper sur la tête ou se taper la tête, c'est pas très recommandé. Pourquoi? Parce que quand vous avez des chocs violents sur la boîte crânienne, en général, vous risquez de créer des petites hémorragies. Et si ces hémorragies sont petites avec des petits caillots, vous pouvez avoir une perte d'irrigation de la partie du cerveau où s'est formé un petit caillot, et à ce moment-là, le cerveau va être endommagé. C'est un classique chez les boxeurs, excusez-moi de le dire, mais les KO répétitifs fait que le boxeur, à un moment donné, quand il arrive à 50 ans, il n'a plus grand-chose dans la cervelle parce qu'il a eu beaucoup d'hématomes. Donc voilà. Mettez un casque quand vous faites du vélo ou circulez, ça sera mieux que d'avoir un traumatisme crânien pour aller à l'hôpital. Dernier rang, allez-y, parlez fort. Je voudrais savoir... Oui, je cours. Merci. Je voudrais savoir, avec le clonage qui est interdit pour les hommes, entre guillemets, je voudrais savoir si c'était possible de cloner des neurones. Attendez, ne confondez pas tout. Le clonage de l'homme entier, c'est effectivement une opération qui n'est pas autorisée. En plus, on a fait des expériences sur les brebis, et la brebis Dolly, qui a été clonée à partir de sa maman, quand elle était jeune, elle avait les mêmes rhumatismes articulaires que sa maman qui avait 12 ans. Donc si on me clone, c'est quelqu'un qui aura les mêmes problèmes de rhumatisme que moi à 67 ans. Donc c'est pas très très bonne idée. Donc l'idée de faire des clonages humains, à part les livres de science-fiction, c'est autre chose. Le problème de clonage de neurones, c'est la reproduction de neurones, c'est qu'on ne sait pas cultiver des neurones, les multiplier et les transplanter dans le cerveau. Ce que l'on essaye de faire, par contre, il y a une publication tout à fait récente sur un travail qui a été publié dans Brain. Je vous donne le nom du journal. Brain, c'est le nom du journal américain, par une équipe dirigée par Claire Rampant, je vous donne le nom de l'auteur. Eh bien, elle s'aperçoit qu'on pourrait peut-être activer dans le cerveau des cellules souches quiescentes, c'est-à-dire qui sont en repos, avec quelques produits pour les réveiller et les transformer en neurones. C'est une piste de recherche tout à fait nouvelle. Je ne sais pas ce que ça donnera dans 5 ans, 2 ans, 3 ans. Il faut attendre. Mais l'idée tout de même qu'on puisse... Autrement, on n'a pas de multiplication du neurone. Quand je me coupe sur la peau, j'ai des cellules de la peau qui vont repousser à la place de ma mini-blessure parce que je me suis bêtement coupé avec un couteau. Là, on a un renouvellement des cellules. Dans le cas du cerveau, nous ne fabriquons pas tous les jours un paquet de neurones nouveaux, sauf peut-être au niveau du nez. Voilà. Donc, il faut garder ces neurones en bonne santé, les faire fonctionner avec des bonnes connexions synaptiques. Une question encore, oui, allez-y. Attendez le micro, Attendez le micro. Est-ce qu'on peut stimuler les neurones avec des chocs électriques? Aïe. Les électrochocs ont été pratiqués en neurologie, dans les services de neurologie à une époque, pour traiter certains patients perturbés.
Ça a été abandonné dans les années 60-70 lorsqu'on a découvert toutes les molécules qui agissaient sur les récepteurs du système nerveux central, que ce soit des anxiolytiques, des produits, vous avez tout ce qui est sur la stimulation du cerveau. Et puis on s'est aperçu récemment que pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe quand on fait un électrochoc sur du cerveau? On est probablement en train de modifier des connexions synaptiques. Hop, un peu brutalement, et ça permet de reconnecter les choses. Et dans certains traitements de maladies psychiatriques, on a un renouveau des électrochocs. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste de neurologie cérébrale, donc voilà. Je crois qu'on pourrait passer encore quelques heures en votre compagnie, donc on va s'arrêter là, puisqu'il y a un autre membre de l'Académie des sciences là, qui va intervenir bientôt. Donc merci à vous et félicitations.